TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce mardi. Au sommaire, l'inondation dans le bassin du Mono, conséquence des lâchers d'eau précoces du barrage de Nangbeto. Maison, école, centre de santé inondés, l'Agence nationale de la protection civile, la CEB, et autres acteurs concernés étaient sur place pour apporter leur soutien aux sinistrés. Les instruments conventionnels de mesure, le bol notamment, ne sera plus utilisé dans le commerce très bientôt. C'est la balance qui sera désormais adoptée dans les transactions. Les populations sont sensibilisées à cet effet à Kara. Reportage à suivre. Également dans cette édition, la formation des journalistes sur le projet d'intégration du genre et d'autonomisation de la femme dans les opérations de maintien de la paix, une initiative du ministère des Armées dans la mise en œuvre de l'axe 4 de ce projet. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tourisme. Le ministère togolais du tourisme a pour l'occasion lancé son site web pour promouvoir davantage les potentialités touristiques et culturelles dont regorge le Togo. Le message de circonstance du ministre chargé du tourisme à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue. Depuis le début du mois de septembre, le barrage hydroélectrique de Nangbeto a procédé au lâcher d'eau précoce et des débits inondables sont déversés. Conséquence, les communes ou villages environnants du fleuve Mono sont dans l'eau. Maisons, écoles, centres de santé, plantations inondées. Pour s'enquérir de l'état de la situation que vivent les populations sinistrées, une délégation de l'Agence nationale de la protection civile, la CEB, la centrale hydroélectrique de Nangbeto, l'autorité de régulation du bassin du Mono et les autorités locales sont allées constater les dégâts afin de faire une évaluation pour assister les victimes et sensibiliser sur les mesures à adopter. Carmen Madji, Akako. Une visite de terrain pour constater les dégâts causés par les fortes pluies dans les milieux situés en aval du barrage de Nangbeto. La situation est critique. On note des inondations dans toutes les localités visitées. Tokpli et Gogo Kondi dans le Bas-Mono, Bandi, Afomonu et Agomeglozu entre autres dans le Yotor, Agbanakin et Togbavi dans les lacs. Que ce soit l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, la CEB, l'autorité de régulation du bassin du Mono, les responsables de la centrale hydroélectrique de Nangbeto ou les autorités locales, tous ont profité de l'occasion pour sensibiliser les populations sur les conduites à tenir pour affronter cette situation. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même un impact assez négatif, à la fois sur les cultures et surtout sur les cultures. Et il y a des zones où nous avons constaté qu'il y a les populations sont un peu épargnées, mais dans toutes les zones, les cultures sont dévastées. Les prévisions nous annoncent encore de fortes pluies à l'intérieur du pays et conséquemment, le barrage va recevoir assez d'eau. Et si le barrage reçoit assez d'eau, ça veut dire que les lâchers vont continuer. Et si les lâchers continuent, on va toujours recevoir de l'eau et que les débordements seraient inévitables. Donc les populations vont être appelées à quitter les lieux pour éviter les risques de pertes en vie humaine. Donc l'action immédiate c'est de coordonner avec les autorités locales pour que ces populations puissent quitter les lieux. Ces lâchers d'eau du barrage de Nangbeto sont aussi dus au déboisement. L'autorité de régulation du barrage compte bien trouver des solutions durables. Ce que l'autorité du bassin du Mono envisage, et ça se retrouve dans 3 de ces projets. Il y a
initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin du Mono, qui est financée par le Fonds pour l'environnement mondial, 5 millions de dollars US. Il y a dans ce projet des initiatives concrètes à mener dans le bassin. Nous sommes venus voir de près ce que nous sommes susceptibles de faire pour accompagner tous ces efforts-là qui sont déjà en place, mais qui luttent contre un phénomène qui dépasse souvent toutes nos capacités. L'État togolais a quand même fait beaucoup d'investissements. Il y a énormément d'efforts qui sont faits, mais au-delà de tous ces efforts, nous sommes en train un peu de regarder qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution. Un état des lieux vient d'être fait. Les populations sinistrées seront assistées dans les meilleurs délais. Et l'appropriation des termes météo est très importante pour éviter ce genre de situation, les inondations entre autres. Et pour donner la bonne information aux populations, les journalistes des régions centrales Kara et Savane ont été outillés. Cette formation va leur permettre d'enrichir leur vocabulaire en la matière. Nestor Mouzou. Dans sa mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens en matière de la météorologie et de la climatologie, la Direction générale de la météorologie donne des informations et offre des services appropriés à tous les secteurs socio-économiques, agricoles et environnementaux, ainsi qu'aux autres usagers. Elle élabore des bulletins d'information dans cette logique, bulletins qu'elle diffuse par le truchement des médias. Mais il se fait que certains professionnels des médias n'ont pas encore la maîtrise du vocabulaire météorologique. Raison qui a amené cette structure, en collaboration avec la Direction des ressources en eau, à tenir des formations à l'endroit des journalistes et radiodiffuseurs comme celle-ci, dont les participants sont issus des régions Savane, Kara et Centrale. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme Résilience du système alimentaire financé par la Banque mondiale, nous avions initié la formation des journalistes sur les terminologies en matière de la météorologie. Il faut que ces journalistes sachent comment essayer d'expliquer aussi au niveau de la base les informations météorologiques. Donc quand ils comprennent les termes techniques, ils vont pouvoir essayer de faire large diffusion de nos bulletins pour pouvoir prendre des décisions idoines, pour permettre aussi aux décideurs de pouvoir planifier leurs activités. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les participants à cette formation l'ont bien compris. Ils ne cachent pas leurs attentes. Nul ne peut maîtriser la nature, mais on peut mieux la comprendre et nous attendons de cette formation beaucoup de compréhension, surtout sur les termes techniques. Il faut que nous-mêmes, hommes de médias, nous puissions comprendre les termes avant de pouvoir les transmettre dans nos informations. C'est une grande joie pour moi de participer à cet atelier qui va vraiment me renforcer en matière d'interprétation des termes météorologiques pour pouvoir mieux sauver la population à travers nos informations que nous transmettons à la population rurale. C'est la troisième et dernière formation des professionnels des médias sur les termes météorologiques qui se déroule ainsi à Kara. La première a été organisée à Lomé à l'intention des journalistes et radiodiffuseurs du Grand Lomé et de la région maritime. La deuxième, tenue à Tapamé, a concerné les acteurs de la région des plateaux. Nous l'annoncions en titre, le Togo va très bientôt arrêter d'utiliser les instruments conventionnels de mesure, notamment le bol pour la vente des produits agricoles. Avant l'instauration du système international de mesure, bien sûr, la balance dans les transactions, le ministère chargé du commerce a tenu une séance de sensibilisation avec les différents acteurs à Kara. Nestor Mouzou. Dans les marchés au Togo, la vente des produits issus de l'agriculture, de la pêche et de la chasse continue de se faire en bol, en panier ou en tas. Or, depuis 2014, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a adopté un règlement instituant un système harmonisé de métrologie dans ses États membres. Ce règlement a mis en place le SI comme unité de mesure communautaire et interdit l'utilisation des unités de mesure locales sur les marchés de l'Union à compter du 1er octobre 2018. Bientôt 4 ans que cette disposition est entrée en vigueur. Pour se conformer à la disposition, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, à travers la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement HOC, a entrepris une campagne de sensibilisation à l'endroit des acteurs, comme à cette rencontre à Kara. L'objectif de cette sensibilisation, c'est d'amener les populations à utiliser les instruments de mesure conventionnels.
ce que l'on échange ou ce que l'on achète, c'est une certaine quantité de matière qu'il faut déterminer sans ambiguïté. Et c'est la nécessité pour laquelle il faut utiliser les instruments de mesure conventionnels qui vont permettre de faire des mesures exactes, c'est-à-dire des mesures justes et fidèles. Et cela va établir une confiance parfaite entre l'acheteur et le vendeur, puisqu'il n'y aura plus de doute. Cela va également améliorer les conditions de vie des producteurs, des consommateurs, même aussi des commerçants. Et disons que c'est un outil privilégié pour assurer la compétitivité. Le cadre légal du système national de la métrologie, l'importance de la métrologie, l'importance de l'utilisation des instruments de mesure du système international d'unité SI sont les thèmes développés au cours de la sensibilisation. Démarrée en 2021, la campagne de sensibilisation va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023. Éducation et la réunion des chefs d'établissements privés du supérieur sur les systèmes de management de la qualité. Ils s'approprient les normes ISO 9001 et 21001 pour de meilleures performances. Carmen Madjé Akap. Assurer une éducation de qualité et des diplômes internationaux aux étudiants du Togo. Eh bien, le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur y croit. Il veut amener ses membres à adopter un système de management de la qualité en implémentant les normes ISO 9001 et 21001. La 9001, c'est la norme du management de la qualité. C'est elle qui définit comment fonctionner pour être une structure, un organisme de qualité, pour que les produits soient acceptés partout. Les produits pour nous, c'est l'enseignement, c'est les diplômés. La 21001 définit comment un organisme d'éducation doit fonctionner. C'est la formation se déroulera en novembre plutôt, et va concerner les responsables pédagogiques des établissements. C'est eux qui vont implémenter comment définir le programme, comment planifier l'enseignement. Ces deux normes sont des normes que nous devons appliquer obligatoirement, implémenter obligatoirement. Donc pour pouvoir les implémenter, il faudrait sensibiliser les premiers responsables des établissements qui puissent comprendre le besoin de s'insérer dans cette logique. La mise en œuvre de ces normes permettra aux établissements privés du Togo de gagner la confiance des partenaires et de donner une bonne image de marque à leur établissement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche compte sur l'implémentation du système de management de la qualité pour rendre les diplômes décernés au Togo plus fiables dans le monde entier. Les notations que nous avions, soit au niveau local, régional ou international, pour nous, il faut qu'on les améliore. Il faut que l'année prochaine, que la grande majorité de toutes nos écoles, qu'elles soient publiques ou privées, soient très bien notées, excellemment bien notées, au point que notre pays devienne une destination privilégiée pour les étudiants qui souhaiteraient faire des études dans tous les domaines, que ce soit vers le secteur privé ou le secteur public. Donc, cette appropriation de ces normes de qualité pour nous, c'est un grand bonheur que cela vienne des établissements privés. Et le gouvernement et le ministère de l'Enseignement supérieur en charge de l'éducation dans le supérieur vraiment sera à leur côté pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur à CEPES est dirigé par le premier responsable de Formatec, une institution qui donne des formations dans le domaine des sciences techniques et technologiques et dans le domaine des sciences économiques et administratives. Les différents grades de formation sont le master professionnel, la licence professionnelle, le brevet de technicien et les formations continues. La rentrée scolaire 2022-2023 a été marquée hier à Koutoukba, dans l'Amou, par la pose de la première pierre de construction du lycée. L'événement a été présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur qui était dans la préfecture pour constater l'effectivité de la rentrée. Sylvia Abdou. Des mouvements de jubilation pour exprimer leur satisfaction au projet de construction du lycée de Koutoukba, un projet qui prend corps avec la pose de la première pierre. Un projet officiellement lancé à travers ses coups de truelle pour donner le ton au démarrage des travaux. Ce lycée a vu le jour aujourd'hui. Nous remercions d'abord le chef de l'État qui nous a appuyés
et avoir un lycée. Nous venons d'avoir une grande satisfaction parce que nous avons ces classes qui vont aider à ce que les enfants puissent s'asseoir. 6 salles de classe seront érigées sur ce site. Durée des travaux, 3 mois. Un lycée qui viendra désengorger l'effectif des autres établissements de la préfecture. Ce lycée va servir au décongestionnement des lycées environnement, notamment le lycée Amlamé et le lycée Témédia. Au fait, ce lycée est venu à point nommé, c'est sur la base de l'étude de notre carte, de la mise en œuvre de la carte scolaire. Donc vraiment, ce lycée a été initié, c'est un produit vraiment de notre carte scolaire et vraiment ça allait dans le sens même du souhait de la population et c'est ce que nous ressentons aujourd'hui. La pose de la première pierre a été effectuée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Cette action est la 4e du genre après celle de Alaousso, Boanaou et Gbekon dans l'Amou. Une action pour mieux accompagner la politique du chef de l'État, c'est d'assurer une éducation de qualité. L'idée, c'est aussi d'accompagner les bonnes initiatives du chef de l'État. Il revient aux bénéficiaires que nous sommes d'accompagner cette action. C'est en cela que nous avons mené donc cette action symbolique en offrant la construction de 6 classes aux normes modernes pour abriter et accueillir favorablement cette initiative de ce lycée. Le rêve, c'est que dans les prochaines années, que nous ayons les futurs cadres qui sortent de ce lycée pour qu'on puisse bâtir une préfecture forte, une préfecture avec des gens bien formés pour soutenir les ambitions de la préfecture pour demain. D'autres actions sont mises en œuvre pour mettre à disposition de cet établissement des tables-bancs pour mieux accueillir les tout premiers élèves de ce nouveau lycée. Santé, avec cette découverte, des scientifiques auraient réussi à modifier génétiquement les moustiques porteurs du paludisme afin qu'ils ne puissent plus transmettre la maladie. Une bonne nouvelle donc pour l'Afrique qui dépense beaucoup pour soigner le paludisme. Une équipe de scientifiques basée à Londres indique qu'elle est parvenue à modifier génétiquement les moustiques porteurs du paludisme afin qu'ils ne puissent plus transmettre la maladie. Une découverte synonyme de bonne nouvelle pour le continent qui concentre la grande majorité des 241 millions de cas de paludisme recensés dans le monde en 2020 par l'OMS. Les modifications que nous avons faites les rendent plus faibles car ils vivent moins longtemps. Elles seront donc éliminées naturellement par la sélection naturelle après quelques générations. Il n'y a donc aucun moyen de répandre cette modification sur le terrain, à moins de la combiner avec ce que nous appelons le gène conducteur, ce que nous n'avons pas encore fait. Nous l'avons testé ici, mais nous ne l'avons pas vraiment mis en œuvre. Donc ce que vous faites, c'est que vous combinez cette modification génétique avec ce que nous appelons un conducteur, qui va prendre cette modification et la répandre rapidement dans les populations. Ainsi, en l'espace de quelques générations, tous les moustiques présents dans le champ, dans une zone où vous les libérez, seront génétiquement modifiés. Avec l'augmentation des températures à l'échelle globale, les moustiques sont de plus en plus résistants aux insecticides utilisés couramment. La solution de la modification génétique a donc beaucoup été étudiée ces dernières années. Cette équipe de scientifiques prévoit des tests notamment au Rwanda afin de voir comment ces nouveaux moustiques plus fragiles pourront survivre et se reproduire pour remplacer les autres. À l'étranger, toujours en bref, l'ex-dirigeant guinéen Moussa Dadissa Camara et 5 de ses co-accusés ont été envoyés en prison ce mardi avant d'être jugés à partir de mercredi pour les exactions commises dans un stade de Conakry le 28 septembre 2009. Le Togo s'est lancé depuis 2018 dans le processus de sa protection contre la cybercriminalité. Ayant fait le choix de la digitalisation, un vecteur de développement, plusieurs actions sont menées pour sa sécurisation contre les cyberattaques. Un autre pas de ce processus vient d'être franchi, le cadre réglementaire désormais prêt. Il est présenté aux acteurs des systèmes d'information, des services essentiels et de l'administration par l'Agence nationale de la cybercriminalité. Isaka Aouna. Au fur et à mesure que l'utilisation... Ils viennent des services essentiels et de l'administration togolaise. Leur rôle est devenu prépondérant dans les systèmes d'information de leurs structures désormais digitalisées. Si la présence sur l'Internet constitue un avantage pour ces structures dans un monde de plus en plus digitalisé, elle n'est pas non plus sans danger.
plus vous vous digitalisez et plus vous avez une présence sur Internet qui fait que vous êtes de plus en plus vulnérable. Nos attentes, c'est que les opérateurs du service essentiel et les grandes administrations, donc les ministères, les grandes agences, puissent s'approprier ce document, nous sommes ouverts, et qu'ils puissent vraiment faire des efforts. Ces règles ne s'adressent pas uniquement aux grandes entreprises ou aux opérateurs du service essentiel, ça s'adresse à tout le monde, même les petites entreprises, les sites de vente en ligne. Le dispositif réglementaire qui leur est ici présenté est une recette pour les prémunir contre toute forme de cyberattaque. Ce sont des règles très concrètes, très pratiques. Elles s'articulent autour de 4 axes. Tout d'abord, la gouvernance, donc la documentation que vous mettez en place pour vous protéger, la protection de vos infrastructures essentielles. La défense, c'est le troisième pan. Comment vous pouvez être aidé par soit votre propre SOC ou celui d'une société comme CDA pour répondre en temps réel, minimiser l'impact et vous défendre. Et la résilience, donc le retour à l'activité. À côté de la criminalité traditionnelle, la cybercriminalité est également un défi pour les États. Ayant fait de la digitalisation un vecteur de développement, le Togo reste vigilant face à ces phénomènes. Face à cette situation, comprendre les menaces, organiser la protection, la prévention et coordonner des actions privées et publiques sont des conditions fondamentales à une lutte efficace contre cette cybercriminalité qui gangrène nos sociétés. Les présentes règles de cybersécurité visent à s'assurer que les opérateurs des services essentiels et les administrations identifient les risques qui menacent la sécurité des réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture des services essentiels et prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées. Ce document est donc appelé à devenir un véritable gouvernail, devant nous amener à construire les bases solides. Je reste convaincu que vous vous l'approprierez complètement et que votre adhésion aux règles qui seront dictées sera totale, de sorte à aboutir à une collaboration et à une co-construction permanente. En 2021, l'Afrique aurait perdu près de 10% de son PIB dû à la cybercriminalité. L'adoption et l'appropriation de ces règles est un gage de sécurité et de sûreté pour l'investissement au Togo. Afin de protéger les... Du 1er au 2 décembre prochain se tiendront les rencontres pays RH Togo à l'hôtel 2 février à Lomé au Togo. Le lancement se fera donc demain mercredi. Formation, travail hybride, nouvelles technologies. Quel est l'avenir du monde du travail? En prélude, nous recevons sur ce plateau M. Ange Trabi, directeur de publication RH Mag. Bonsoir, Monsieur Trabi. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Les risques psychosociaux dans nos organisations, le travail rend malade. Pourquoi avoir retenu ce thème pour la rencontre de Lomé? Situe-nous un peu le contexte. Merci, Madame. Merci pour l'invitation et merci aux autorités du Togo qui nous ont très bien reçus, spécialement le ministre de la Communication. En effet, nous lançons ces rencontres pays RH Mag, nous-mêmes structure RH Mag, en partenariat, sans faire trop de publicité, mais avec des cabinets comme Deloitte et Afrique Search, et aussi l'appui stratégique de l'association togolaise des gestionnaires des ressources humaines. Et pour en revenir au thème, pourquoi le travail rend malade? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde assez compétitif, où les entreprises elles-mêmes sont sous pression pour atteindre leurs objectifs, pour faire du résultat. Il est bien évident que les collaborateurs de ces entreprises soient sous pression. Vous voyez des notions comme la qualité de vie au travail, comme le stress et tout ça, mais parce que d'abord même, les entreprises sont elles-mêmes confrontées à des clients qui eux aussi sont exigeants. Ils veulent des produits de haute qualité à des coûts moindres, ce qui crée un environnement où tout le monde est sous pression. Il faut donc anticiper ces risques psychosociaux parce que le collaborateur même qui est dans l'entreprise, du fait de la pression que subit l'entreprise, lui-même est sous pression. Les questions de stabilité familiale et de performance en entreprise créent de la pression. Les questions de qualité de vie au travail créent de la pression. Et si on y prend garde, si les managers de ces structures ou les gestionnaires des ressources humaines ne sont pas très attentifs, à un certain moment, on risque, ou bien les collaborateurs risquent d'être malades. Voici pourquoi on se dit, et si le travail rendait malade, parce que malheureusement, ce qui est en train de se passer, pas spécifiquement au Togo, mais un peu partout dans le monde, aujourd'hui, quand on travaille, regardez, vous prenez 100 personnes qui travaillent, assez souvent, 85 ne sont pas très heureux. Ils risquent même des maladies.
Donc voici un peu ce qui motive ce thème. Ce n'est pas spécifique au Togo, mais c'est un constat malheureux qui est fait. Au lieu de travailler pour être heureux, on travaille souvent et on est malheureux. Il faut donc anticiper. Oui. Ça veut dire que vous avez constaté des manquements dans la gestion des ressources humaines. Oui, pas forcément des manquements dans la gestion des ressources humaines, parce que les ressources humaines deviennent un acteur central dans la gestion de nos organisations aujourd'hui. Quels que soient les changements en termes de technologie qu'il y a, s'il n'y a pas les bons hommes pour utiliser peut-être la caméra qui est en train de me filmer, il est évident qu'à la télé, on n'aura pas le résultat escompté. Donc l'homme reste l'acteur central dans la transformation de nos organisations. Et pour transformer un système, il faut transformer les hommes de cette organisation. Voici pourquoi nous lançons cela, pas que nous avons remarqué des manquements, mais il faut anticiper de sorte à ce que nos organisations en Afrique soient aussi compétitives et compétentes que les organisations partout dans le monde. Et c'est l'homme qui est au cœur de cela. Et quels sont les objectifs de votre plateforme ? Non, les objectifs de notre plateforme, c'est de réunir dans un même lieu les gouvernants, les autorités politiques, le secteur privé et tous les acteurs de l'écosystème RH pour penser l'avenir RH spécifiquement pour cette année du Togo. Parce qu'en réalité, c'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous engager dans tout ce qui est changement, mais si les hommes ne répondent pas aux enjeux d'émergence de nos États en Afrique, il sera difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tous les chantiers qui sont lancés par son Excellence le Président Faure, est-ce que les ressources humaines du Togo sont à même d'accompagner cette dynamique, que ce soit depuis les grands managers, mais jusqu'aux petits collaborateurs? Est-ce qu'aujourd'hui, nos chauffeurs, nos dames de ménage même sont sensibilisées, sont formées, parce qu'elles sont des acteurs clés aussi en termes de ressources humaines, sont des ressources humaines qu'on ne remarque pas assez souvent, mais elles de la maison, elles peuvent agir, parce que lorsqu'elles gèrent mal le foyer, on retrouve souvent de l'absentéisme auprès de certaines dames qui viennent te dire non, ce matin, ma dame de ménage m'a abandonné et tout cela. Voici des notions sur lesquelles il faut échanger. Donc, de façon holistique, nous voulons parler ressources humaines, nous voulons parler RH, parce que c'est une variable importante pour accompagner le développement de tous nos États et spécifiquement du Togo. Donc, nous venons juste en tant que plateforme et nous travaillons à réunir tous les acteurs clés de sorte à ce que ces sachants-là puissent échanger, discuter. Nous ne faisons que créer une sorte de canevas pour accompagner ces échanges. Alors, qui sont les participants à cette formation? Ils viennent de quel pays? Oui, spécifiquement, nous attendons les acteurs de l'écosystème RH du Togo. Et quand on parle d'acteurs de l'écosystème RH, on pense directement aux gestionnaires des ressources humaines, mais tout le monde est gestionnaire des ressources humaines, comme je l'ai dit tantôt, même dans nos ménages, dans nos familles, nous sommes des gestionnaires des ressources humaines. Dans nos entreprises, les directeurs généraux, les premiers managers sont des gestionnaires des ressources humaines. Même les directeurs métiers, aujourd'hui, quand vous prenez une entreprise, souvent le patron du département RH a peut-être 5-6 collaborateurs directs qui managent, et le directeur de l'exploitation a peut-être 50 ou 60 collaborateurs. Qui est plus gestionnaire des ressources humaines que l'autre. Donc, c'est de réunir tous les acteurs de l'écosystème de sorte à échanger sur l'actualité RH. On a parlé spécifiquement du Togo, mais nous attendons aussi les acteurs RH du Bénin et d'autres pays environnants et bien évidemment de la Côte d'Ivoire. D'accord. Quelles sont les activités au programme? Au programme, nous aurons bien évidemment une cérémonie d'ouverture où pas mal d'institutionnels nous ont déjà donné leur accord de principe. Nous tenons à les remercier. En dehors de cela, nous aurons des ateliers thématiques où nous allons échanger sur certaines notions d'actualité. Par exemple, un facteur très important qu'on néglige, aujourd'hui, la motivation, la fidélisation du collaborateur n'est plus une question salariale. Quels sont les facteurs clés qui peuvent rentrer en ligne de compte de sorte à ce que ce collaborateur-là, il reste dans l'entreprise, il se bâtisse une carrière et qu'il vive heureux. Donc voici quelques thématiques autour desquelles nous allons échanger. Les notions de formation continue, les notions de travail hybride, on en a parlé. La Covid nous a montré certaines réalités auxquelles on ne peut plus se dérober aujourd'hui. Quand je vois par exemple ici chez vous à la TVT, c'est vrai qu'il faut travailler en présentiel, mais des personnes qui sont en train, par exemple, qui sont dans les systèmes d'information, en train de développer des applications, des RE, est-ce que celui-là doit se taper tous les embouteillages, tous les jours, venir ici à la TVT, travailler du matin jusqu'au soir et puis retourner, pendant qu'il peut peut-être rester à la maison, avancer et puis venir?
Est-ce qu'on a créé les conditions même pour que celui-là, il sente que de la maison, il peut travailler? Voici un peu l'actualité du travail, ou l'actualité que le monde du travail nous impose aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à cela? Voici des notions sur lesquelles nous allons échanger. Merci, Monsieur Ange Trabi, pour ces précisions. Merci d'être passé sur ce plateau. Donc, le grand rendez-vous est donc pris pour les 1er et 2 décembre 2022 à l'hôtel 2 février à Lomé. Merci, madame. Oui, le grand rendez-vous est pris pour les 1er et 2 décembre et nous invitons vraiment tout l'écosystème et nous comptons sur la presse pour faire écho de sorte à ce que ce rendez-vous soit un rendez-vous qui fasse date au Togo. Merci. Plein succès donc aux travaux. Merci. La journée mondiale du tourisme est commémorée ce mardi 27 septembre partout ailleurs sur le thème « Repenser le tourisme ». Au Togo, le ministère de la Culture et du Tourisme a saisi l'occasion pour lancer son site web, le www.tourisme.tg. Cette plateforme permettra de promouvoir davantage les potentialités touristiques et culturelles dont regorge le Togo. Clarisse Aticlé. Le tourisme togolais opte pour le numérique. Il dispose d'un site web, le www.tourisme.tg. Assorti d'une application mobile, il présente et met en exergue la diversité et les potentialités du patrimoine touristique et culturel du Togo. Si vous allez sur Togo Tourisme aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir l'ensemble des sites touristiques du Togo, l'ensemble des hôtels, l'ensemble des restaurants. Aujourd'hui, il est important de mettre à la disposition du touriste, des outils digitaux leur permettant de se retrouver, de géolocaliser un site et de s'y rendre facilement. Le site web est lancé ce 27 septembre, date de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. L'édition 2022 appelle à repenser le tourisme. Il ne suffit pas d'aller se faire représenter dans les salons ou bien d'aller faire la disposition des prospectus. Aujourd'hui, l'heure est à la digitalisation et c'est pour cela que le ministère a jugé bon de pouvoir suivre ce rythme de digitalisation en créant ce site web de promotion touristique. Les équipes du ministère du Tourisme ont été formées à pouvoir actualiser ce contenu, à le mettre à jour tout le temps pour pouvoir donner des données actuelles sur le tourisme togolais. La Journée mondiale du tourisme a été initiée en 1979 pour le développement et l'épanouissement du tourisme dans les États membres de l'Organisation mondiale du tourisme. Et c'est justement dans cette optique que le Togo lance le site web de la promotion touristique. Il vient s'ajouter à d'autres initiatives déjà prises dans ce sens. C'est donc avec fierté qu'à l'occasion de cette journée mondiale, mon département propose au Togo et au monde entier un nouveau site dynamique qui permettra de mettre en vitrine les diverses potentialités de notre pays et mettre en dialogue ses usagers. Il nous revient de plancher sur les meilleures approches de la viabilité, de la durabilité et de la prospérité de notre secteur, et c'est une mission d'importance et indispensable à la survie de notre secteur. Au programme de l'édition 2022 de la Journée mondiale du tourisme, une conférence débat pour faire le point de la situation du tourisme au Togo, un secteur qui a été durement touché par la crise du Covid-19 et qui renaît peu à peu de ses cendres. Plusieurs défis sont donc à relever dans ce secteur au Togo. Pour l'occasion, le ministre chargé du tourisme appelle tous les acteurs concernés à s'engager davantage dans la transformation du secteur touristique togolais en vue de sa relance. Clarisse Aticlé. Le Togo veut laisser derrière lui les 2 années où le tourisme a été durement éprouvé par la crise sanitaire du Covid-19. La Journée mondiale du tourisme veut repenser le tourisme et le pays veut s'engager dans la transformation de ce secteur afin de le rendre plus résilient. Repenser le tourisme s'inscrit donc dans la dynamique nouvelle qui doit désormais guider les politiques touristiques de nos États afin de relancer le secteur. Dans ce sens, la reprise des activités touristiques doit se faire dans un contexte nouveau à partir des leçons tirées des années de crise sanitaire. Il ne serait pas redondant de rappeler une fois encore que le tourisme, moteur de développement durable, favorise l'éducation et l'émancipation des femmes et des jeunes, tout en stimulant le développement socio-économique et culturel. Malgré la crise, le tourisme reste un secteur important pour l'économie togolaise.
Les arrivées de touristes sont passées de 481 706 en 2020 à 983 969 en 2021. Au niveau des recettes, le Togo a enregistré 25 milliards de francs CFA en 2021 contre 19 milliards en 2020, soit un gain de 34%. Rendre le secteur rayonnant et attractif, telle est la vision du Togo qui a élaboré récemment une stratégie nationale de redynamisation du secteur. Dans les prochains jours, à la suite du recensement des établissements touristiques sur le plan national, nous comptons mettre sur pied une fêtière des opérateurs touristiques qui servira d'interface pour toutes les actions en vue de rehausser la qualité des prestations touristiques, dérouler la panoplie de projets retenus dans notre stratégie nationale. La Journée mondiale du tourisme a lieu le 27 septembre de chaque année depuis 1979. Une initiative de l'Organisation mondiale du tourisme qui sensibilise les populations sur des thématiques importantes en rapport avec le tourisme. Sport football, le Togo a décroché son ticket de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023. La sélection togolaise U23 a été plus en vue cet après-midi au stade de Kégué devant la Mauritanie. La rencontre s'est soldée sur un score de 2-0. Suivons les extraits des buts proposés par Achou Saba. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo à suivre, le magazine de l'économie avec Antoinette Omao-Vovor. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyassimbe. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.